Bonsoir, bienvenue à bord de cette nouvelle conférence Swiss Marketing Vaud. Comme à l'accoutumée, on va un petit peu quand même faire connaissance avec le club Swiss Marketing Vaud, et ceci au travers d'une application et d'un device que j'adore. C'est effectivement notre partenaire, la société Atraxis, qui nous propose ici une table interactive avec laquelle on va faire autrement que de voir des slides les uns derrière les autres. Un petit mot sur le club, le réseau, avec déjà pour faire connaissance les membres du comité Swiss Marketing Vaud. Certains sont présents, vous les avez vus à l'accueil ou ici dans la salle. D'autres sont absents. Voilà, les fêtes de fin d'année arrivant, effectivement, les désistements sont de plus en plus fréquents. N'hésitez pas à aller à leur rencontre ou à ma rencontre à la fin de cette conférence si vous avez envie d'en savoir plus sur le club Swiss Marketing Vaud. On se fera un plaisir de vous répondre. Le club, c'est aussi un club et un réseau ouvert, même des réseaux, à l'image par exemple de la captation vidéo de ce soir qui sera postée sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur les différents réseaux sociaux. Eh bien, vous avez tout loisir de suivre notre actualité sur ces différents supports. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche si vous abonnez à la chaîne YouTube, comme le disent les YouTubeurs que vous suivez probablement. Les activités sont au nombre assez conséquent sur l'année. On a d'abord les conférences. Là, je vous donne un aperçu des derniers rendez-vous qui nous attendent avant cette fin d'année. Un event partenaire qui se tiendra très prochainement, entièrement consacré à la relation client en Suisse. Alors ça ne se tiendra pas ici au musée olympique. Notre assemblée générale extraordinaire, là je m'adresse aux membres présents dans la salle. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous avez des questions, ce qui serait tout à fait légitime de votre part, n'hésitez pas aussi à venir à notre rencontre. Ça se passera au SAVI. Le SAVI d'ailleurs qu'on peut maintenant nommer expressément partenaire de Swiss Marketing Vaud, puisque en collaboration avec le SAVI, nous avons démarré un cycle de formation qui vous sera tout au long des mois prochains présenté. Notre dernier rendez-vous de l'année se tiendra ici même, mais pas dans cette salle. Alors là, je vous invite à faire du bruit et puis à meuter du monde, puisqu'effectivement, c'est notre premier rendez-vous de networking business. Lors de l'étude qu'on a fait au sein des membres Swiss Marketing Vaud, il a paru clairement que vous aviez envie, que vous aviez besoin qu'on vous aide sur le networking, la mise en relation. Et bien voilà, c'est chose entendue et c'est chose faite sous la forme de ce rendez-vous qui sera sous un tout autre format que la conférence. Vous serez invité à directement pouvoir aussi allier networking et événements récréatifs avec une belle surprise. Et ça se passera directement à l'étage du Tom Café, donc l'endroit généralement dans lequel on se retrouve après les conférences. Je dis normalement parce que ce soir, ça sera en bas, puisque vous avez pu le voir, il y a d'autres events dans le bâtiment. Plus on s'approche vers la fin de l'année, plus eh bien, effectivement, ce bel écrin est sollicité par toutes sortes de sociétés. Alors pour notre part, on vous accueillera juste à l'étage en dessous. Rassurez-vous, il y aura à boire et à manger comme d'habitude, et toujours avec la qualité au rendez-vous. On a déjà notre premier rendez-vous sur 2020 qui est fixé avec les enjeux du marketing pour le e-sport, avec une belle brochette d'intervenants. Vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet et très prochainement vous allez pouvoir découvrir l'entier du programme 2020 qui est en train de se constituer, donc n'hésitez pas à revenir sur notre site très souvent. Les ateliers, eh bien, là aussi, suivez effectivement aussi nos différents supports, nos différents canaux de communication pour connaître les prochaines dates. Et puis tout ça ne pourrait pas exister sans les partenaires et les fournisseurs, à l'image effectivement, je vous disais, d'Atraxis, la société Scandola qui nous aide pour le site internet, BizPhoto, elle est déjà à l'œuvre, je crois qu'elle est sur ma gauche, pour immortaliser ces différents rendez-vous, la société Claywell, ce fameux système sur lequel vous allez retrouver les vidéos indexées de nos conférences. Vous avez pu voir effectivement la maison Drapier présente ici à mes pieds. On garde la surprise pour la fin de cette conférence, surtout pour nos orateurs. Lista Office qui nous accueille pour les ateliers ici à Lausanne et bien évidemment le musée olympique dans ce très très bel endroit dans lequel on est chaque fois excellemment bien reçu. Vous avez le droit aussi de devenir partenaire, c'est aussi possible. Là aussi, si vous avez des questions, vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à venir à notre rencontre. Je remets un petit peu à nouveau les logos de nos principaux partenaires.
On les remercie puisqu'effectivement, sans eux, ce club n'aurait pas ces facilités et puis ces avantages. Vous allez pouvoir aussi les retrouver sur notre site internet. On va maintenant dans le vif du sujet pour la conférence de ce soir. Cette conférence devait être conduite par ma collègue Victoria Marchand, mais première fois ici ce soir dans l'histoire des conférences Swiss Marketing Vaud, j'ai carrément un brief avec un planning. Il manque juste le timing de chaque intervention, c'est assez bluffant. Donc moi je sais que c'est les parties en bleu. Je prendrai la place de Victoria pour vous amener à lancer cette conférence en la personne de Anca Draganescu, je crois que ça se prononce ou, voilà. Fabien Schaub et puis Caroline Perriard qui vont excellemment bien vous prendre par la main pour pouvoir animer cette conférence sur le thème, effectivement, peut-être, je dis bien peut-être barbant sur le légal, la marque et j'en passe et des meilleurs. Mais j'ai assez parlé, je vous passe la parole, je crois que j'ai tout juste et puis je serai aussi équipé d'un micro comme Liliane, ma collègue, pour bien évidemment, comme à l'accoutumée, vous permettre d'intervenir à tout moment. Sachez que nos orateurs de ce soir vont assez souvent vous inviter également à intervenir. Donc n'hésitez pas, faites-nous signe, on vient avec vous avec un micro pour jouer la carte de l'interactivité. Je crois que la parole est à vous. Merci Thierry. Bonsoir à tous. La première fois qu'on a discuté avec Anca du projet de cette soirée, j'ai eu un peu la même réaction que Thierry. Le juridique, c'est peut-être barbant. Alors je ne sais pas si... c'est aussi une question que vous êtes posée au moment de vous inscrire. Nous, on se l'est posée. Et on s'est dit, la deuxième fois qu'on s'est vu, on a bu un de ces jus de fruits un peu healthy, goyave, graines de tournesol et compagnie. Et j'ai dit à Anca, si jamais un jour on fait cette conférence et que ça fonctionne, on sabrera le champagne. Donc c'est pas le champagne Drapier qui est là. Désolé, on ne fera pas honneur aux partenaires. Mais on a pris la bouteille de champagne. Caroline s'est entraînée. Donc si à la fin ça vous fera plaisir, on servira le champagne. Je laisse la parole à Caroline. Bonjour ou bonsoir. Donc aussi un petit peu en guise d'introduction, pourquoi on est là, pourquoi on a envie de parler du juridique dans votre monde à vous. C'est parce que c'est un monde qui nous bouleverse, nous a bouleversés dans nos habitudes. Quand on pense au droit, on pense à quelque chose de très établi, des codes, des clauses, des contrats. On pense à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, surtout à ce qu'on peut pas faire, où est-ce qu'on va être embêté. Mais en fait, pour les juristes, la notion du digital ou tout ce qui est numérique, donc marketing numérique, elle a amené plein d'inconnus et puis quelque chose d'assez excitant en fait pour ceux qui ont envie d'ouvrir leurs yeux, de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces technologies qui changent tout le temps? Le fait que personne ne comprend rien, qu'on ne sait pas très bien quel va être le retour sur investissement d'une campagne marketing, on ne sait pas très bien quels sont les risques parce que ça n'a pas beaucoup été fait et puis c'est des fois un peu sujet à la chance. Tout d'un coup, une campagne, et a du succès et tout d'un coup c'est un flop total parce qu'il y a peut-être eu plus de monde qui ont critiqué la campagne et puis l'équipe derrière de communication n'a pas su réagir. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un peu vous présenter le côté, je dirais, fun de ce qu'on considère arriver sur nos bureaux, en partant avec la marque. Et là, une marque, vous savez ce que c'est, mais c'est des couleurs, c'est des paillettes, c'est des choses qui sont en fait, qui donnent envie. Et puis, le juridique est là aussi pour aider à faire en sorte que cette marque soit plus grande et puis soit plus forte. Et puis, le deuxième point qu'on va toucher aujourd'hui, c'est les données. Et donc on va revenir un peu sur qu'est-ce que la donnée, pourquoi c'est important pour vous et pourquoi c'est important pour les juristes. Mais aussi la donnée, c'est quelque chose qui nous touche parce que c'est des choses qui, les données personnelles, c'est des émotions, c'est un sentiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur ou pas, mais tout le monde a une opinion sur la donnée. Donc on va vraiment partir sur deux éléments que nous on trouve assez fascinants et puis essayer de construire avec vous un petit peu les réflexes que vous devrez avoir ou que vous avez peut-être déjà dans votre vie de tous les jours. Une petite case en bleu qui marquait Victoria reprend le lead et demande de vous présenter. Je passe la parole à Anca.
Alors, je m'appelle Anka Draganescu, je travaille pour le cabinet Novagraph. Oh, pourquoi le juridique? Alors, après mes études de droit, j'ai complètement bifurqué et j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de la communication. J'ai commencé comme journaliste pigiste, j'ai terminé comme directrice de la communication dans une organisation qui avait des bureaux dans plus de 20 pays. Et puis est arrivée ma fille, qui a tout chamboulé pour moi. Je me suis posé plein de questions sur ce que j'avais fait jusque-là, ce que je voulais faire. J'étais quand même juriste, on me percevait comme une juriste. Est-ce que je me voyais continuer dans la communication? Puis un jour, je la regardais jouer avec c'est une sorte de jouet en fait où on met des triangles ou des carrés, on doit les faire rentrer dans une forme. Puis je voyais ma fille qui s'évertue à faire passer un triangle dans un carré et ça passait pas. Puis je me suis dit, c'est fou, mais moi je me sens un peu pareil. Finalement, je suis une juriste dans le domaine de la communication et puis j'ai l'impression que tout le monde me perçoit comme ça depuis un bon bout de temps. Et j'ai décidé de me réorienter. Et je me suis réorientée vers le droit et la propriété intellectuelle, c'était un peu normal pour moi. En déployant la marque que j'avais créée pour ma dernière entreprise, on m'avait dit, t'es la juriste, alors tu la protèges aussi. Donc j'avais eu droit à cet aspect de propriété intellectuelle. Et puis j'en suis où j'en suis aujourd'hui, à parler de marque avec des créatifs et à voir comment le côté juridique de la marque peut apporter de la valeur à ce qu'ils font. Donc j'ai l'impression que ce dialogue est beaucoup plus enrichissant et j'arrive vraiment à avoir un pied des deux côtés. Je crois que c'est à moi. Ouais. En fait, on avait le choix au départ pour Cartapulse entre Vincent, le cofondateur, qui est assis parmi vous, et moi. Vincent, pour vous le résumer, c'est le grand, intelligent, beau, brun. Vous savez, on dirait le blond dans Gad Elmaleh. Celui qui a les poils d'avant-bras brushingés, qui a les enfants qui font du coloriage qui ne dépassent pas. Voilà, ça c'est mon Vincent à moi. Il ressemble à ça. Donc on s'est dit qu'on allait envoyer... Je fais juste une parenthèse, on n'est pas dans le plagiat, Caroline, avec Gad Elmaleh. Non, on est bon, ok, parfait, parce que lui, il est un peu il est sur une pente compliquée en ce moment, notre ami Gad. Donc voilà, mais pour revenir à ça, on s'est dit, je vais plutôt venir moi, un profil auquel on peut plus facilement s'identifier, pas le blond justement. Mais pour être plus sérieux, je suis consultant en marketing relationnel et j'ai été mandaté par les cofondateurs, parce qu'ils sont 5 en tout, de Cartapulse pour le développement. Moi, mon nom est Caroline Perriard et puis j'ai fondé une société qui s'appelle Brandit Legal and Digital. Donc on est spécialisé en fait dans tout ce qui est numérique. Alors numérique, ça peut être de 1, 0, 1, 0, 1, 0, mais on se comprend dans tout ce qui est, je dirais, campagne sur le web et puis quels sont les risques juridiques. Donc j'ai commencé un peu comme Anka avec les marques. Et puis, je suis tombée dans le chaudron de l'Internet avec les noms de domaine quand mon chef m'a dit « Est-ce que tu peux t'occuper du portefeuille de noms de domaine ?» Où j'étais là « Ouais, ok, mais il y a un serveur, on parle d'hébergement. » Donc, je me suis fait beaucoup de copains dans le département IT pour ensuite découvrir que c'était très amusant. Et puis, je suis assez passionnée par toutes ces nouvelles technologies et puis qu'est-ce que ça implique aujourd'hui pour ma profession et puis pour les entreprises, pour en effet que les produits et les services soient lancés avec toute une palette un petit peu de lumière rouge comme ça, qu'on sait ça va pas exploser parce qu'on les aura cadrés tant qu'on peut. Toujours une petite intervention de Victoria qui lance la partie storytelling. Je ne sais pas si je fais bien Victoria. Et dans cette petite intervention que je prends, que j'improvise, je vous rappelle qu'effectivement, à tout moment, vous pouvez intervenir, vous pouvez venir m'arracher le micro si vous avez envie de poser des questions. On va parler storytelling, je crois. Merci Victoria. On est parti donc sur Cartapulse. Qu'est-ce que vient faire Cartapulse là au milieu ? C'est parti d'un constat assez simple en soi. Au tout début, on était avec Vincent, mon blond à moi, comme je vous disais, et on s'est vite rendu compte que Cartapulse avait une force impressionnante et une place prépondérante à se faire dans le domaine de la philanthropie. Je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça sert Cartapulse concrètement après, mais pour vous dire que on avait cette idée, et rapidement on s'est dit, si on ne la protège pas alors qu'on a une bonne idée,
alors qu'on se dit que ça peut se développer en Suisse, ça peut se développer en Europe, ça peut se développer dans le monde, parce que c'est une solution qui n'existe pas. Ce serait quand même dommage de se la faire piquer par un plus gros que soi et qui la développe à notre place. Vu le temps en plus qu'on y passe, à y réfléchir, à travailler dessus, on s'est dit c'est quand même dommage. Donc voilà. On s'est aussi fait cette réflexion-là par rapport au film Le Fondateur. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle l'a vu. C'est le film sur la création du concept McDonald's. Le concept McDonald's, en soi, il est révolutionnaire, mais c'est deux frères à la base qui l'ont créé, ils l'ont mis en place, et puis il y a une scène assez cocasse qui est à l'intérieur, c'est quand ils parlent de la répartition du bénéfice. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ou si vous l'avez vu, je vous l'explique en 2 mots. Il leur serre la main pour leur dire on vous donnera 1% du bénéfice sur les bénéfices potentiels de McDonald's. Mais je ne peux pas vous le signer vous l'écrire dans le marbre. Aujourd'hui, McDonald's, quand tu fait 1% de bénéfice, c'est 100 millions de dollars. Donc je vous assure que là, on est quand même content d'avoir protégé sa marque ou son produit. Pour revenir à Cartapulse, on l'a mis là. Le concept, il tient en 2 mots, c'est soutien-profit. L'idée, soutien-profit, c'est le cercle vertueux qui est ici. La communauté, les bénéficiaires, les partenaires. Donc, le concept, c'est d'acheter une carte comme ceci, qu'on vous remettra après, comme ça vous pourrez tester aussi le concept de votre côté. L'idée, c'est j'achète une carte personnalisée auprès d'une association de mon choix, et derrière, je profite d'une contrepartie offerte par des commerces locaux. L'idée dans tout ce cercle vertueux, c'est que tout le monde bénéficie de la solution, et derrière, on a un dynamisme local qui est mis en place. Je crois que c'est à toi. C'est à moi. Alors moi, j'aimerais commencer par une question. Comment se passe la création de marques dans vos entreprises? Est-ce que c'est le département de marketing, communication, souvent en collaboration avec une agence externe, qui crée la marque et le juriste est impliqué tout au long du processus? Ou bien est-ce qu'un département crée la marque, elle arrive à un certain niveau de maturation et éventuellement on va contacter le juriste pour validation? Il arrive qu'ils disent non. Ou bien est-ce que la marque est créée et elle est déployée et le juriste n'est jamais impliqué? Donc moi j'aimerais savoir si quelqu'un serait d'accord de juste nous décrire en 2 mots comment ça se passe chez eux. Ok, j'ai pas de volontaire. C'est pas grave parce que moi j'ai vu comment ça se passe. Alors souvent, ce qui arrive, c'est que la marque est créée, elle arrive à un certain niveau de maturation, et puis le juriste, on lui dit « ça va, est-ce qu'on peut sortir la marque? C'est bon, tu as 2 jours pour nous donner ta réponse. » Et le juriste dit « bah non, ça va pas du tout, cette marque, elle passera pas. » Et c'est un problème, parce qu'à partir du moment où on crée une marque, une brand est créée par les créatifs, pour qu'elle puisse apporter de la valeur à l'entreprise qui l'a fait créer, pour qu'elle puisse être défendue, elle doit pouvoir faire l'objet d'un enregistrement de marque. Cet enregistrement de marque, c'est un monopole. C'est un droit de propriété. Et comme tout monopole, il est nécessairement limité. Alors, le juriste connaît les conditions d'obtention d'une marque. 2 éléments. D'abord, il y a une certaine liste de types de marques que l'on peut enregistrer. Vous en voyez derrière moi. Il y a des marques verbales, des marques de couleur, des marques de position, des marques 3D, des marques figuratives ou semi-figuratives. Mais par exemple, il est intéressant de savoir qu'en Europe et en Suisse, on ne peut pas enregistrer, on ne peut pas être propriétaire d'une marque olfactive. Tout en sachant que les marques olfactives, les parfums, à un certain moment, c'était quand même quelque chose d'assez prisé. Hasbro, par exemple, a réussi à enregistrer une marque olfactive pour sa pâte à modeler Play-Doh aux US. Et le descriptif est assez sympa, je vous le lis rapidement parce que je le trouve très chouette. Il s'agit d'un parfum unique, formé par la combinaison d'un parfum sucré, légèrement musqué et vanillé, avec de légères notes de cerise et l'odeur naturelle d'une pâte salée à base de blé. Aux États-Unis, il y a une autre marque qui n'a pas été renouvelée maintenant, mais qui est pour des ukulélés qui sentent la pina colada. Donc c'est assez sympa. Aux États-Unis, on peut être propriétaire d'une marque olfactive, pas en Europe,
pas en Suisse. Ensuite, au-delà des types de marques pour lesquelles on peut devenir propriétaire, il y a certaines conditions de fonds. Là, c'est la prochaine. Il y a certaines conditions de fonds qu'il faut pouvoir respecter pour obtenir la protection, obtenir un enregistrement de marque. Ces marques que vous voyez là, c'est toutes des marques qui sont arrivées à maturation, mais qui n'appartiennent à personne, parce qu'elles n'ont pas rempli les conditions d'obtention d'un enregistrement, pour différentes raisons. Mais la raison principale que l'on rencontre dans notre ligne de métier, c'est que les marques créées sont descriptives. Elles décrivent les produits et services qu'elles sont censées présenter. Et ça, c'est interdit. On ne peut pas créer un monopole sur une marque qui décrit ce qu'elle vend. Céréales, pour des céréales, c'est pas possible. Une marque chocolat pavot, pour du chocolat pavot, c'est pas possible non plus. Ensuite, il y a différents types de marques. First, par exemple, c'est un mot, c'est une phrase laudative. On ne peut pas monopoliser ça, parce qu'il faut laisser ça à la libre disposition de la concurrence. Qu'est-ce qui se passe si une entreprise choisit une marque ou décide de continuer d'utiliser sa marque descriptive? Elle ne pourra pas la protéger. Non. Donc si quelqu'un d'autre veut l'utiliser également, ils seront deux sur le marché. Donc elle n'aura pas, cette entreprise, de longueur d'avance par rapport à la concurrence. Ce ne sera pas Apple par rapport à Samsung sur le smartphone. Il y a plein de désavantages, mais pour que la boucle soit bouclée, on revient sur McDonald's. Sans enregistrement de marque, on ne peut pas créer de licence, on ne peut pas créer de franchise sur la marque enregistrée. Donc pas de marque à la McDonald's. Et pas de marque non plus à la Coca-Cola. Je vais vous raconter rapidement pourquoi. On reste dans le fast-food. Alors Coca-Cola, on aime bien le dire, c'est presque plus l'œuvre des avocats que des créatifs. À la base, Coca-Cola était une boisson qui était vendue par le biais de fontaines à soda. Deux avocats, Joseph Whitehead et Benjamin Thomas, se sont dit si on embouteille le Coca-Cola, on va pouvoir le vendre à plus de consommateurs sur une surface plus grande des États-Unis et faire monter nos chiffres de vente. Les deux avocats contactent Coca-Cola, qui est enthousiaste et qui leur accorde les droits pour embouteiller la boisson Coca-Cola. Ainsi naît la Coca-Cola Bottling Company. Les ventes montent, mais très rapidement, l'un des problèmes rencontrés par les embouteilleurs, c'est la contrefaçon. Les premières bouteilles Coca-Cola, elles étaient, j'ai pris sur leur site, the straight-sided bottles that were typically brown and clear, avec un logo Coca-Cola. Le problème, c'est que les consommateurs, ils ne faisaient pas de différence entre ces bouteilles et la même bouteille avec un logo. Alors attention, vous aviez Coca-Nola, Ma Coca-Co, Toca-Cola ou Coke. Donc, les consommateurs achetaient les mauvaises bouteilles, les embouteilleurs perdaient de l'argent. À un moment, Coca-Cola s'est dit, on va mettre des grosses étiquettes bariolées de couleurs, comme ça nos consommateurs sauront que c'est nous, les vraies bouteilles Coca-Cola. Le problème, c'est que ces étiquettes, en fait, se décollaient lorsque les bouteilles étaient contenues dans des bacs à glace. Donc, la société d'embouteilleurs se réunit et se dit, il faut qu'on trouve une solution à la contrefaçon. L'une des idées qui arrive à ce moment-là, c'est de créer un packaging, un design unique pour la bouteille Coca-Cola. Et là, entre en scène le troisième avocat de l'histoire, Harold Hirsch. C'était l'avocat de The Coca-Cola Company. Et là, il fait une tirade qui est restée mémorable dans l'histoire pour ce qui est des marques et des droits. C'est très court, mais elle est vraiment géniale. Voilà ce que dit Harold Hirsch. We are not building Coca-Cola alone for today. We are building Coca-Cola forever. You, donc les embouteilleurs, are doing everything in your power at considerable expense. Donc ils savaient que ça allait leur coûter cher de créer une nouvelle bouteille, de la produire et de la sortir. To bring about a bottle that we can adopt and call our own child. But remember this, that in bringing about the bottle, you are bringing about an establishment of your own rights. Donc à ce moment de l'histoire, ce qu'ils étaient en train de créer, c'était pas une nouvelle bouteille, c'était des droits qui allaient faire de Coca-Cola, en partie, la marque qu'elle est aujourd'hui. Les embouteilleurs sont enthousiastes, le challenge est lancé, ok, on va créer une bouteille
qu'on pourrait reconnaître si elle était cassée par terre, ou bien une bouteille que même un aveugle pourrait reconnaître. Et c'est ainsi que naît la fameuse bouteille Coca-Cola, qui a un petit peu changé au travers de l'histoire, mais légèrement, et qui a gardé sa forme de silhouette féminine. Coca-Cola a protégé évidemment la bouteille au moyen de droits de brevet à l'époque, pour éviter la contrefaçon. Et fin de l'histoire. En 1951, les brevets arrivant à expiration, Coca-Cola contacte l'Office des marques. Les marques, vous l'avez compris, on ne peut pas les enregistrer si elles sont descriptives. Quoi de plus descriptif qu'une bouteille Coca-Cola pour vendre du Coca-Cola? Pour vendre des bouteilles Coca-Cola, justement. Eh bien, Coca-Cola a réussi à produire, à ce moment-là, une étude qui remontait à quelques années à peine avant, qui démontrait que moins de 1% des Américains n'arrivaient pas à reconnaître Coca-Cola de par la forme de la bouteille seule. Donc elle avait acquis de la distinctivité et ils ont ainsi obtenu un droit de marque sur leur bouteille. Et la marque est renouvelable à l'infini. C'est l'un des droits les plus forts que l'on ait en propriété intellectuelle, parce qu'elle continue autant qu'on veut. Et je reviendrai sur ce concept après. Merci. Donc, pour continuer sur la réputation de la marque, dans le monde du digital, du numérique, la marque, elle va être présente sur les réseaux sociaux, sur Internet en général, dans les plateformes, sur les sites communautaires, sur les applications. Et pour vous montrer à quel point c'est important aussi de continuer dans cette réflexion par rapport à la réputation de la marque, j'ai choisi un exemple de Nivea, d'une application. Donc Nivea, c'est une marque, quand on pense d'abord à Nivea, on pense à la crème pour le visage. Mais c'est beaucoup plus. C'est une marque qui a développé, je dirais, une étendue qui est très vaste et puis qui peut lancer, par exemple, une application. En l'espèce, c'est une application de commentaires, mais qui va pouvoir aussi utiliser en fait cette transparence ou cette confiance que les consommateurs ont mis dans la marque pour développer d'autres choses. Donc par exemple, on pourrait tout à fait imaginer Nivea qui dit, ben voilà, on veut une application qui va indiquer à nos consommateurs et nos consommatrices quand est-ce que je dois mettre telle et telle crème solaire parce que il fait beau à Lausanne, il fait 30 degrés, donc c'est le moment de mettre de la crème solaire. Donc vous pouvez imaginer cette marque qui va s'étendre et puis qui va offrir des services supplémentaires, complémentaires aux clients. Et je pense que ça, c'est quelque chose que vous avez certainement réfléchi. Comment est-ce que je peux atteindre plus loin ce consommateur, cette consommatrice, pour lui faire aimer encore plus mon produit? Et définitivement, les outils numériques sont là à disposition. Mais ce qui est intéressant, après, c'est pas juste de développer une application, on va mettre son logo, où on va parler de cette marque, on va pouvoir mettre les vidéos publicitaires qu'on avait, mais c'est quelles données derrière vont financer tout ce projet d'expansion de ma marque. Et c'est là que probablement, dans votre entreprise, vous allez pouvoir avoir le OK de partir avec une telle idée parce que vous allez dire, on finance parce qu'on collecte des données, parce qu'on va pouvoir avoir des informations sur nos clients, on va pouvoir offrir des nouveaux produits, améliorer nos produits et on va peut-être pouvoir enfin éviter d'aller acheter ces bases de données qui sont très chères, qui sortent de nulle part parce qu'on va collecter toutes ces données. Et c'est là aussi qu'on fait vraiment le lien entre cette protection de marque, cette forteresse qu'on a construite et aussi toutes les données qui vont enrichir la valeur de la marque. Ce qui est important, bien sûr, quand on parle de protection des données, c'est de se rendre compte de quelles sont les données qui sont intéressantes pour moi. Il faut donc repartir un petit peu sur la définition de la donnée. Vous avez des données statistiques, vous avez des données anonymisées, donc vous ne savez pas vraiment qui est derrière, si c'est Caroline, Fabien ou Anka, et puis vous avez des données personnelles. Et les juristes sont un peu plus intéressés par les données personnelles que les autres, parce qu'on touche aux droits des individus. Et c'est un droit fondamental que celui de pouvoir décider qu'est-ce que je fais avec les informations sur ma personne et qui va les utiliser.
Et évidemment, ça vous en avez déjà entendu parler. Et on arrive souvent dans une réflexion avec le marketing de dire oui, mais j'ai besoin de ces données, j'ai besoin de savoir qui est mon consommateur ou ma consommatrice. Et puis le jeu dit oui, bon, ben, c'est bien joli, mais on ne pourrait pas enlever toutes les informations qui vous disent vraiment qui c'est. Et puis vous dites, ah, mais quand même, je dois savoir, je dois mettre des catégories, etc. Et là, il faut vraiment se poser toujours la question, quel est mon but ? Pourquoi j'ai besoin de collecter cette donnée ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Est-ce que c'est vraiment pour parler à cette personne précisément ou c'est plutôt pour savoir telle catégorie de personnes va aimer ma crème solaire, on a dans notre groupe des enfants, donc il y a beaucoup d'enfants, donc on va produire de la crème solaire pour les enfants, etc. Donc vraiment, le but est très important. Une fois que vous avez le but, pourquoi vous voulez collecter ces données-là ? Vous avez besoin d'avoir une base légale. Alors, c'est peut-être un petit peu chinois, mais selon le droit actuel en protection des données, que ce soit en Europe ou en Suisse, il y a environ 4-5 bases légales qui sont disponibles. La première, c'est le consentement. Vous en avez déjà entendu parler. C'est le fameux opt-in, le opt-out, le subscribe, unsubscribe, c'est le consentement. Et souvent, on se focalise un petit peu trop sur le consentement. Il y a une autre base légale qui est le contrat ou la relation précontractuelle. Et ça, c'est une base très, très importante quand vous parlez à des consommateurs. Essayez de penser à votre site web ou un site web sur lequel vous allez souvent. Vous voulez vous inscrire à une newsletter. Donc en fait, le consommateur va dire oui, je veux m'inscrire à cette newsletter. Il fait un acte en soi de volonté pour dire oui, je partage mon adresse email avec vous pour recevoir cette newsletter. Théoriquement, pas besoin, c'est pas du consentement, c'est une relation que vous avez avec votre consommateur. Et ça, c'est très important, c'est important de différencier. Est-ce que je suis dans une base de consentement ou de contrat ? Parce que le consentement peut se retirer, on peut dire je ne suis plus d'accord. Et quand on est dans une base légale, on peut aussi dire je ne le veux plus, mais ce n'est pas la même manière de retirer le consentement. Quand vous avez aussi une page contactez-moi sur votre site, comme c'est le cas de la plupart des sites, est-ce que vous pensez que là aussi, il faut un consentement pour répondre à la personne ? Oui, non ? Pendant que je bois, vous me direz quelque chose. Non, parce qu'en fait, la personne va venir sur votre site dire « Je ne suis pas du tout content avec vos produits, j'aimerais que vous me remboursiez ». Fait un acte volontaire d'interaction avec vous. Donc vous allez pouvoir revenir vers cette personne et lui dire, voilà, tu m'as contacté en me donnant ton adresse email, donc moi je te réponds par ton adresse email. Donc ça aussi, cette relation-là, c'est pas du tout basé sur du consentement, c'est basé sur ce qu'on appelle une relation précontractuelle ou de requête. Et après, évidemment, vous pouvez continuer la relation avec ce consommateur, cette consommatrice, en lui disant « Ah oui, ben voilà, on espère qu'on a répondu à votre question. Si vous voulez vous inscrire à telle et telle chose, voici. On aimerait continuer la discussion. » Et ça, c'est vraiment important de réfléchir quand vous lancez, par exemple, une application ou bien une campagne, de dire « Comment est-ce que je vais optimiser cette collecte de données pour que je ne me bloque pas à cette première interaction et puis après en fait je peux rien faire avec cette donnée. Ou bien comment est-ce que je peux en fait ouvrir les possibilités au lieu de juste rechercher un consentement dès le début. Donc, c'est quelques points qui sont intéressants à mentionner. Un dernier élément sur les applications, par exemple, c'est évidemment des outils qui vont collecter beaucoup d'informations où on va souvent utiliser des solutions qui existent déjà sur le marché parce qu'on n'a pas le budget d'avoir un développeur qui va développer une application juste pour vous. Et il va falloir être très vigilant pour savoir quelles sont les données qui, par défaut, vont être collectées lorsque quelqu'un utilise mon application. Et il y a quelques cas déjà en Europe, basés sur le RGPD, d'entreprises qui se sont fait épingler parce qu'ils avaient sous-traité le développement d'une application, un développeur externe. Ils ne s'étaient pas vraiment rendu compte quelles étaient les données qui étaient collectées par défaut, donc des données de géolocalisation, des données d'accès aux contacts, etc. Et le problème, c'est qu'ils n'avaient pas
de but. Il n'y avait pas de but. En fait, pourquoi est-ce qu'on collecte une donnée de géolocalisation si finalement on ne va pas offrir quelque chose de spécifique à l'utilisateur. Donc, je dirais aussi là, vraiment important, quand on développe un projet de contact, comme ça, un projet numérique, de se poser des questions. Est-ce que j'ai bien évalué quelles données vont être récoltées comme ça par ce biais-là? Et puis, pour arriver finalement à créer plus de transparence avec le consommateur final, et puis pour créer plus de confiance dans la marque, ce qui fait que de nouveau, vous allez revenir, enfin la boucle sera bouclée, parce que votre marque aura acquis en réputation et confiance, et puis vous allez pouvoir donner plus de licences, avoir plus d'acheteurs, etc. Super. Mais il y a un point aussi des fois on voit souvent quand on est sur un site internet, c'est les cookies. Tu vois ce que c'est les cookies? Ouais. T'en penses quoi toi? Tu peux en donner quelques-uns. Ah, on peut en donner, d'accord. Non, parce qu'au fait, ça m'a fait penser, on était un peu dans l'humour en regardant tout ça, et puis il y a un humoriste, parce qu'on en a visionné un paquet, qui s'appelle Kev Adams, qui dit, mais vous savez, les cookies, ça ressemble, c'est mignon, machin, mais au final, ça vous trace. Donc au fait, on a pris le parti ce soir de vous offrir des cookies, qui sont là. On vous les offrira à la fin parce que sinon on ne savait pas trop comment la salle allait être disposée. On profitera de vous les offrir à la fin. Ils sont un peu dans le même style que le premier thé qu'on a bu avec Anka. Ils sont organiques, gluten free, vegan, donc il n'y a pas trop de risques. Ils sont bons, hein, rassurez-vous. C'est Anka en plus qui a fait la protection de... Je pense que tu peux en parler 2 secondes. Ils sont protégés par de bonnes marques. Voilà, ils sont protégés par de bonnes marques. C'est Anka qui a fait la protection. Donc voilà, c'est pour faire un petit lien à ça. On vous en offrira après. On s'est dit que ça vous ferait plaisir. Et toi, tu voulais continuer? Je crois que c'est sur la réputation. Oui, exactement. Donc c'est vrai que les cookies, on les a un peu laissés. Aujourd'hui, vous aurez presque des vrais cookies, parce que les cookies et autres traceurs technologiques, si vous suivez un petit peu la jurisprudence européenne, on la vit dure, on va dire ça comme ça. On est surtout aussi dans un monde où les juges, les juristes ne comprennent rien à la technologie, parce qu'on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est un traceur technologique, on ne comprend pas quel est son but, et puis la tendance un petit peu c'est de dire bon bah maintenant tous les cookies sont interdits à moins que vous ayez l'opt-in express de chacun. Donc voilà, bonne chance je dirais pour nous et pour vous de savoir comment on va utiliser Google Analytics dans la prochaine année. Mais on laisse ça de côté pour le moment. J'aimerais que vous fassiez un petit exercice avec votre smartphone, et puis que vous preniez une marque, vous choisissez une marque que vous aimez bien, et vous allez regarder comment cette marque est publiée, comment cette marque gère son image, son identité sur Facebook, Pinterest ou Instagram, par exemple, des choses assez visuelles, ou LinkedIn. Et puis prenez par exemple 2 plateformes et vous regardez s'il y a une corrélation. Si la marque a vraiment utilisé le logo, par exemple, de la même façon, ou le nom de page, etc. Et si vous avez l'impression qu'il y a une stratégie de nommage derrière, ou bien c'est un petit peu n'importe quoi. Donc prenez une minute et puis discutez avec votre voisin, juste histoire de faire connaissance avec votre voisin, que vous ne connaissez peut-être pas. Puis vous lui dites, voilà, moi j'aime ce produit, j'aime Mammouth, ou j'aime carte à puce. Je pense que c'est la première fois où on permet aux gens de prendre leur téléphone pendant une conférence. On est tout le temps en train de dire, n'oubliez pas de les rallumer à la fin, la fameuse phrase. Profitez-en. Les WhatsApp de votre chérie, de votre chérie, hein, entre deux. Voilà. Elle n'a pas voulu. Alors, est-ce que quelqu'un aimerait partager ce qu'il a vu? On a des micros, je crois, en plus. Hein, Thierry? Oui, voilà. C'est Victoria, moi, si jamais. Ouais, Victoria, pardon.
Il y a Liliane en haut. Faut que quelqu'un se désigne, hein, sinon je dois prendre mon blond après. Hein. Ah, voilà. Ah. Je vais faire Voilà, un peu de sport, attendez. j'arrive. Il y a Liliane en haut qui arrive. Ah ok, Liliane a été plus rapide que moi. Alors on est sur Patagonia. Merci. Je suis sur Patagonia et donc effectivement j'ai à lire donc tout un texte concernant les cookies qui me dit que si je dois accepter les cookies effectivement si je veux rentrer sur le site, donc accepter et continuer. Et puis, effectivement, si je suis pressée pour aller sur le site, je vais accepter, mais ça m'engage à accepter de donner mes données personnelles et à être ensuite géolocalisée, j'imagine. Très bien. Donc, quel est le moyen de ne pas accepter les cookies et de continuer à visiter le site ? De cliquer sur j'aimerais en savoir plus. Idéalement, l'entreprise aura un centre de préférence où vous allez pouvoir sélectionner quels cookies vous voulez accepter ou pas. Alors, pour revenir un peu sur les cookies, la tendance maintenant est de dire il y aura plus de cookies qui peuvent être installés à part les cookies qui sont absolument nécessaires, plus de cookies qui vont pouvoir être installés sans votre accord. Donc, ce genre de phrase, théoriquement, devra changer. C'est-à-dire, on utilise des cookies, mais si vous continuez à naviguer sur le site, on ne va pas les installer. Parce qu'on va les installer que si vous les acceptez. Donc, la question suivante, c'est comment les marques vont se réveiller et se dire « Ah, ben on a besoin de certaines choses, donc qu'est-ce qu'on va donner en échange aux utilisateurs pour qu'ils acceptent qu'on utilise certains cookies ?» Donc ça va être, franchement, ça va être un peu la gabegie, si j'ose le dire comme ça, parce que ça veut dire qu'on doit revoir aussi tous nos moyens de faire des statistiques, de faire de l'analytique, ou bien vraiment de choisir des solutions où on sait qu'il n'y a pas de données personnelles qui sont collectées avec le cookie spécifique. La question que j'avais aussi en vous demandant de regarder les pages, c'était est-ce que vous avez l'impression que les marques qui sont publiées, elles ont ce qu'on appelle une stratégie de nommage, ça veut dire qu'elles ont reconnu quelle était la marque qui était déposée, comme Anka l'a mentionné, donc avec un logo ou bien pas de logo, enfin juste en marque verbale, et puis est-ce que ça c'est utilisé de manière constante ? Est-ce que vous avez l'impression sur ce que vous avez vu, c'était utilisé de manière constante ? Oui ? C'était quelle marque ? D'accord, oui. Et ça, c'est très important. Pour deux choses, je dirais. La première, c'est de nouveau, vous allez créer cet environnement pour l'utilisateur, pour la personne qui va suivre cette marque. Et puis, il y aura une plus grande tendance à croire qu'on est sur le site officiel et puis que tout est aligné. La deuxième qui est utile aussi pour les juristes, c'est que quand on fait de la surveillance de plateforme pour voir s'il n'y a justement pas des faux sites, etc., on va pouvoir plus vite déterminer quelles sont les exigences qui ont été mises en place par l'entreprise et est-ce qu'on est probablement à 99% sur un site officiel ou bien est-ce qu'on est sur des sites qui ont été créés peut-être par des agences, par des tiers, etc. Donc ça amène une constance dans l'utilisation de la marque. Anka reviendra aussi sur comment on démontre cette utilisation, mais de nouveau, une marque qui est enregistrée, un Coca-Cola qui est enregistré avec une police d'écriture différente, et ben voilà, elle doit utiliser cette police d'écriture. Mammouth qui utilise un mammouth noir, poilu, il va pas pouvoir dire mammouth et puis tout d'un coup mettre un dauphin. Enfin là, il va vraiment dénaturer sa marque et du coup, il va perdre la force qu'il avait dans son enregistrement de marque. Donc sur les réseaux sociaux, c'est vraiment important d'avoir aussi cette stratégie pour être sûr que les pages soient alignées. Un autre point, et mon dernier point ici, c'est aussi de se rendre compte, est-ce qu'on a un code de conduite ou bien une étiquette sur notre page ? Parce que vous savez que si vous ouvrez une page pour votre marque sur Facebook ou Instagram, eh ben, vous êtes soumis aux règles de la plateforme. C'est pas la même chose que si vous avez un site web
où là, vous avez le contrôle à 100% de ce qui est mis, de ce qui est partagé, etc. Sur un réseau social, vous devez, en fait, vous êtes dans le jardin de quelqu'un d'autre, donc vous devez accepter ces règles. Par contre, c'est très utile aussi d'avoir un code de conduite, une étiquette, ça s'appelle aussi, qui dit, bienvenue sur notre page, on vous demande de ne pas mettre du contenu à caractère discriminatoire ou offensif, on vous demande de ne pas copier les choses qui ne sont pas les vôtres, de ne pas mettre du contenu dont les droits d'auteur appartiennent à quelqu'un d'autre. Et en fait, je dirais ces petites règles très simples vont vous aider dans la modération de votre page. Parce que le jour où vous devez effacer ou bien hide, cacher un contenu, ça va être beaucoup plus facile de le faire si vous pouvez aussi après répondre, si la personne s'offusque, dire tu vois, c'était nos règles. Ça, quand tu viens chez nous, on suit aussi cette liste de principes qui sont importantes. Et donc, vraiment, de nouveau, là, vous anticipez, je dirais, vous allez plus loin dans les problèmes qui pourraient arriver et comment vous allez les traiter plus tard avec une communication qui tient la route, en fait. Et voilà. Très bien. Je crois que c'est Anka qui va nous parler de ses chaussures qu'elle a oubliées. Absolument. Malheureusement, on n'a pas les moyens. On peut pas tout faire. Alors, donc, Internet, effectivement, représente des opportunités énormes pour les marques, mais bien sûr, des risques également. L'un des risques majeurs auxquels les marques doivent faire face sur Internet, c'est la contrefaçon. Alors, la contrefaçon, en bout de course, c'est évidemment toujours un objet physique. Qu'on achète un sac Louis Vuitton sur Internet et qu'on reçoive une contrefaçon ou bien rien du tout par la poste ou bien qu'on aille acheter une fausse Rolex dans une allée sombre à New York, ce serait un objet physique. Mais ce qu'Internet a fait, c'est qu'il a multiplié les sources au moyen desquelles les contrefacteurs peuvent atteindre les consommateurs et au moyen desquels les consommateurs peuvent acheter des contrefaçons et souvent se faire avoir. Alors, les marques ont évidemment développé des stratégies de protection contre la contrefaçon sur Internet. Et ce que fait Louboutin, j'ai pas de Louboutin ici, est assez intéressant. Alors, Louboutin, après une longue bataille juridique, a réussi à obtenir un enregistrement de marque sur ses semelles rouges. Il s'agit d'une marque de... Il ne faut pas lire ça, hein, je vous en parlerai après. Mais il s'agit d'une marque de position, donc sur la semelle, associée d'un élément de couleur. Et la couleur est très précise. Il s'agit du numéro 181663 TP du pantonnier. Donc, marque de position, semelle de chaussure, avec couleur associée. Une fois qu'ils ont obtenu cette marque, ils peuvent mettre en place une stratégie de défense. Et ce qu'ils font par rapport à ce qui se passe sur Internet est assez intéressant. Louboutin a créé une page sur son site web qui s'appelle Stop Fake et sur laquelle vous retrouvez 3 éléments. Alors le premier, Louboutin explique les actions entreprises contre la contrefaçon sur Internet. Ils disent ce qu'ils font par rapport aux marketplaces, les collaborations mises en place avec les search engines pour virer tout ce qui est contrefaçon, ce qu'ils font par rapport aux noms de domaine contrefaisants lorsqu'ils découvrent des contrefaçons sur des blogs ou des médias sociaux. Deuxième élément, c'est assez sympa, Louboutin liste une série de mesures et de décisions en sa faveur afin de décourager les fraudeurs. Ils leur disent, voilà, nous on gagne. On ne se laisse pas faire, on fait pas mal de choses, on gagne, donc restez loin de nous. Troisième élément, et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup celui-ci, c'est ça. Vous avez envie d'acheter une paire de Louboutins sur Internet et vous trouvez un site où vous avez des Louboutins en solde. Vous vous dites, ouais, c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai. Ce que vous pouvez faire, c'est entrer l'URL du site sur le site de Louboutin. Et évidemment, il y a des réserves associées à tout ça. Louboutin ne peut pas connaître tous les sites contrefaisants. Mais vous pouvez avoir une réponse où Louboutin vous dira, ben voilà, là, oui, non, effectivement, c'est un reseller, il est agréé, c'est bon, vous pouvez y aller. Ou bien non, attention, là, on flag, c'est un site de contrefaçon, vous n'allez rien recevoir. Dernièrement, Louboutin a obtenu une victoire supplémentaire par rapport à Internet. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Ils ont réussi à interdire à Amazon Europe de vendre des semelles
des chaussures avec semelles rouges. Alors, la décision est très intéressante. Je vous en lis 2 éléments parce qu'il fallait un petit peu de juridique quand même, et puis finalement c'est très, très, très limité, et puis c'est très facile. Mais voilà ce que dit un tribunal de Bruxelles. En application de la jurisprudence, il faut donc considérer que le champ de protection de la marque semelle rouge ne se limite pas à l'exacte reproduction de la couleur Pantone 18-16-63 TP, mais recouvre également des reproductions de la marque présentant une différence de nuance de rouge insignifiante pour le consommateur moyen. Donc qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que Louboutin a une marque de position associée à une couleur Pantone spécifique, mais que finalement, il est protégé pour toutes les semelles ayant un rouge suffisamment proche de leur marque enregistrée, d'où l'importance de l'enregistrement. Et ensuite, le tribunal dit donc nous interdisons à Amazon Europe de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque semelle rouge pour des chaussures à talons hauts seulement, n'ayant pas été mises en circulation avec le consentement de Christian Louboutin. Et l'amende, s'il continue, c'est 50 000 € par jour. Donc c'est assez conséquent. Et donc, Louboutin a quand même réussi à interdire à Amazon de vendre des chaussures à semelles rouges, à plus ou moins différentes nuances. Un petit peu dissuasif en tout cas, ouais. Avant de vous montrer la prochaine slide, quand on a fait Cartapulse, on s'est aussi posé une question de comment au final la développer sur les réseaux sociaux. Il y a une tendance assez actuelle, c'est les influenceurs. Et on s'est dit qu'on allait vous en montrer une qui rentre complètement dans ce domaine-là. Elle a fait une vidéo qui l'a fait passer de 100 000 followers à 1 million en moins de 10 jours, je crois. Donc, je vous laisse regarder la vidéo et on en discute juste après. Mon cœur, on sort ce soir. Bah, si tu veux, tu veux faire quoi? Aller manger dehors. Tu veux aller, je sais pas, McDo, tacos? McDo, Kevin? Ouais. La veste que j'ai sur moi, Zara, 35 €. Le débardeur Mango, 20 €. Le pantalon, 25 €, Uniqlo. La tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 €. Et tu me proposes un McDo à 10 balles? Les calculs sont pas bons, Kevin. Ah si, y a plus de... C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? C'est quand? Où est-ce qu'on habite, Kevin? Je veux des moulures au plafond, Kevin. On habite dans le 9-3, c'est ça que tu m'offres? Oui, bah gagne plus de gris. Kevin, tu me dégoûtes. Kevin, m'attendais à beaucoup mieux. Oui, allez. Paillettes dans ma vie. Je devrais vivre ma meilleure vie, j'ai 27 ans, Kevin. J'ai 27 ans, Kevin. J'ai 27 ans, Kevin. C'est bon? Je vais aller à Ibiza. Bon, moi, j'ai toujours envie d'aller à Ibiza, j'ai un peu plus que 27 ans, mais voilà. Elle l'a dit à Kevin. Au fait, tout simplement, il y a eu un reportage sur elle la semaine passée sur 7 à 8. Et il y a un passage très intéressant où elle parle de comment elle voulait protéger sa marque. Parce qu'elle s'est retrouvée avec justement des exemples comme ça, sur les réseaux sociaux, de plein de marques françaises, internationales, qui utilisaient au final « j'ai envie de mettre des paillettes dans ta vie, j'ai envie de mettre des paillettes dans ma vie, etc. » C'était un peu l'exemple aussi qu'on parlait au tout début, je ne sais pas si vous vous souvenez de la photo d'introduction, les calculs sont pas bons. Voilà, elle a protégé toutes ces choses-là. Anka a fait le point ce matin, je crois. C'est ça, hein? 4 marques en France, les calculs sont pas bons, des moulures au plafond, des paillettes dans ma vie. C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? Voilà. Donc des moulures au plafond pour tous les gens dans le domaine du bâtiment. Je suis désolé pour vous, c'est fini. Mais voilà, c'est pour vous montrer au final. Alors elle le dit, après elle fait bien ce qu'elle en a envie, si elle a envie de monétiser ou pas autour de ça. Mais au final, elle a sorti une phrase qui a fait le buzz. Et derrière, elle a pu la protéger. Après, c'est son choix, si j'ai bien compris, de monétiser ou pas. Hein. C'est dans le même principe. Mais au final, le jour où, par exemple, nous, Cartapulse, on veut se déployer, on va aussi réfléchir qu'est-ce qu'on protège et où, dans quel pays, pour justement s'étendre le plus facilement possible. Je crois que c'est à Victoria de jouer, non? Mes notes. Ah, j'ai une question parce qu'effectivement, je vais aider un petit peu le public à aussi réagir. Est-ce qu'on n'est pas là au-devant d'un risque assez important de, on sort sur la vague, on sort une phrase, on fait le buzz, et Dieu sait que j'aime pas ce terme, et on se retrouve à tout bloquer. Là, c'est une phrase,
mais demain c'est peut-être un logo, c'est peut-être quelque chose de plus bloquant, parce que là je viens d'apprendre quelque chose pour les loups-boutins. Aller jusqu'à protéger la couleur et les variations infimes, ça commence à sacrément réduire ce qu'on pourrait appeler la concurrence. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Là, Louboutin n'a pas tout protégé. Ils ont eu une victoire avec un tribunal où ils ont effectivement obtenu un périmètre de protection un petit peu plus étendu. Mais c'est vrai que l'idée des semelles rouges, c'est quand même la leur. Et il faut pouvoir capitaliser sur cette idée. C'est ça le but de la marque. L'exemple ici de cette phrase, est-ce qu'on va pas sur quelque chose qui risque de bloquer encore plus des annonceurs, des marques, des industries? Parce que là, c'est juste une phrase. C'est quand même, c'est une belle phrase. Hein, c'est bien monté, en fait, elle en parle justement. Elle dit voilà, mon talent a été justement de la sortir, cette phrase-là. Et le talent au final dont Anka parle de Louboutin, voilà, c'était le talent de se dire on se démarque par justement quelque chose de fort. Et je pense qu'à un moment donné, c'est important de trouver justement cet équilibre. Moi qui viens plutôt du marketing, c'est quelque chose que je n'avais pas toujours en notion, alors que dans tous mes mandats, au final, je fais l'équilibre entre la promotion et la gestion. Donc ce fameux élément de la balance juridique, mais qui en soi est naturel. Et quand j'ai eu les premières discussions avec Anka, j'ai eu aussi intégré cette notion juridique dans mes réflexions. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, waouh, on a une super idée, mais tout le monde peut nous l'appliquer demain matin, c'est quand même dommage. C'est le principe même de la propriété intellectuelle. Finalement, si on a une idée, c'est pas quelque chose de tangible, mais si on a une idée, on doit pouvoir avoir un return on investment sur cette idée. On doit en tout cas avoir la possibilité d'avoir une longueur d'avance sur la concurrence. La marque est effectivement enregistrée et renouvelable à l'infini, avec un bémol dont je vais parler plus tard. Tous ces monopoles sont limités, mais ces monopoles permettent quand même au titulaire de l'idée d'en obtenir quelque chose. Question super. Si je peux ajouter là, la marque elle est toujours enregistrée pour des produits ou des services spécifiques. Donc en fait, cette phrase-là, si moi je l'utilise demain dans un blog ou dans une lettre à quelqu'un, probablement ce ne sera pas une violation de droit de marque. Par contre, je ne sais pas quel produit et service pour laquelle elle a revendiqué la protection, mais elle va devoir l'utiliser avec ça. Donc on n'est pas non plus dans une phrase bateau qui ne sera plus jamais être utilisée. Question super terre à terre. Elle fait cette vidéo, elle fait le buzz. Qu'est-ce qui se passe et comment ça fonctionne pour appliquer tout ça entre le moment où elle se dit tiens, je tiens quelque chose, j'ai une marque, et le moment où je la dépose? Comment on fait appel à vos services pour, par exemple, passer de l'idée à du dépôt de marque? C'est très rapide, très facile. À partir du moment où elle a une phrase qui est enregistrable, donc qui répond aux conditions d'enregistrabilité, on la dépose. On revendique des produits et services concrets, comme l'a dit Caroline, et on décide des territoires sur lesquels on veut protéger cette phrase. On la dépose. Une fois que le dépôt est fait, l'Office, en fonction des pays, va examiner ce dépôt et va rendre une décision positive ou négative. Et ensuite, des tiers auront un certain délai, un laps de temps, au cours duquel ils pourront faire opposition. Dire voilà, non, nous, on a des droits antérieurs, nous, on a pensé aux paillettes avant, voilà. On va fâcher personne, hein, on est en Suisse, on va quand même parler d'argent. Le temps et l'argent, juste des idées, des ordres de grandeur que ça peut représenter. Le temps très rapide, l'argent extrêmement raisonnable par rapport au périmètre de protection mis en place, étant donné qu'une marque est enregistrée aujourd'hui et sera valable pendant 10 ans, à renouveler dans 10 ans. Donc, un investissement qui vaut la peine d'être fait si on veut que cette marque perdure. Merci beaucoup pour cette réponse très précise. Donc Victoria reprend le lead et ouvre la partie aux questions-réponses. Je ne veux pas être le seul ou la seule à poser des questions. Est-ce qu'il y a déjà d'autres interventions? Je suis sûr que ça... Je crois que Victoria a loupé un bout, mais... Elle dit encore quelque chose? Victoria a loupé un bout, non? On a encore, je crois, on a encore un story. Voilà, on a encore une story, mais on a fait quelque chose de plutôt interactif pour la fin, parce qu'on sait qu'on arrive sur la fin, donc on ne voulait pas vous endormir, on voulait vous garder avec nous. Et je crois que c'est Caroline qui va justement nous parler des influenceurs. On va garder les questions alors pour tout. Exactement. Ça marche. Merci. En fait,
J'aimerais maintenant que on va vous montrer une vidéo. J'aimerais que vous écoutiez ce que dit la personne dans cette vidéo, et puis vous posez la question, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Yeah, I am getting paid for this, aren't I? All right, well, let me know when it clears. All right, cheers. Hi, I'm Duncan. Duncan from Blue. Remember Blue, the boy band sensation with hits like All Rise and but I'm not here to sell Blue music. I'm here to sell this. It's a brand new Blue drink from Innocent. I know what you're thinking, Duncan from Blue. Why are you selling a really blue drink? You know, surely you don't need the money. You're a successful singer. Have you sold out? Yes, I am a successful, financially secured singer. And no, I've not sold out. You know, I'm not in this for the money or the free ride. Like that, it's a blue song. Actually, Melissa, could you just call my agent and make sure I have been paid for this? Because I don't want to continue if I haven't. Qu'est-ce que vous pensez alors? Est-ce que tout le monde a compris déjà? Parce que je parle pas trop mal anglais, mais... Donc en fait, ce monsieur Duncan a répété plusieurs fois qu'il était payé pour faire cette publicité, qu'il avait une relation en fait commerciale avec Innocent, et puis qu'il ne le faisait pas juste parce qu'il aimait la marque. Et je trouve une publicité assez intéressante parce qu'on est aujourd'hui dans une situation juridique un petit peu floue. Qu'est-ce qu'on fait avec les influenceurs, les ambassadeurs de marque, les blogueurs qui sont sponsorisés par une marque pour parler de cette marque, donc qui reçoivent des avantages, que ce soit financiers ou en nature, et puis qui vont quand même être très positifs avec cette marque. Il y a certaines règles qui existent dans différents pays qui disent que la transparence est le principe principal à mettre en avant pour ces influenceurs. Donc on n'a pas le droit de cacher le fait, quand on est un influenceur, mais aussi quand on est la marque qui va payer cet influenceur, on n'a pas le droit de cacher le fait qu'il y a une relation entre les deux et puis qu'il y a une récompense. Alors, ce qui est aussi intéressant aujourd'hui, c'est qu'en Suisse, la Commission pour la loyauté, que vous connaissez certainement, a enfin émis quelques décisions cet été et puis cet automne sur ces pratiques. On était très contents de lire ça, parce que sinon on était dans une zone grise, un peu de concurrence déloyale, etc. Mais on ne savait pas très bien ce qui se passait. On avait beaucoup aussi de clients qui nous disent, bon ben voilà, nous on donne comment on dit, des mutzels, des bonnets, on donne on offre les vélos aux cyclistes, on leur paye les skis, etc. Et puis on leur demande qu'ils mettent un post sur Twitter, une photo sur Instagram, etc. Ben voilà, puis après un hashtag et le nom de la marque. Donc la Commission pour la loyauté a décidé en fait sur 5 cas. Et malheureusement, on arrive un peu dans une situation où c'est pas tout à fait clair. Mais il y a 2 cas dans lesquels 2 athlètes, Yuri j'ai un peu de peine à prononcer, Podlavotsky, un snowboarder, et puis Yolanda Neff, qui est une cycliste, en fait, qui sont sponsorisés par certaines entreprises. Donc Yolanda par Mastercard, si je ne me trompe pas. Et qui ont en fait mis un post, par exemple sur Instagram, sans forcément dévoiler qu'ils étaient sponsorisés, qu'il y avait cette relation. Et puis, dans le cas de Yolanda Neff, elle a dit, ok, merci pour cette clarification. Dans le futur, je vais vraiment mettre en avant le fait que c'est de la publicité commerciale et c'est pas uniquement un commentaire de mon cru que j'ai fait de ma propre volonté. Donc en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que il y a une attente du lecteur, du consommateur, de savoir qu'une relation existe. Et est-ce que cette personne serait trompée si elle devait apprendre par après qu'en effet l'athlète, par exemple, est payé pour écrire quelque chose?
Les deux autres décisions qui ont été rendues en septembre sont un petit peu différentes parce que ça concernait Roger Federer et puis Ksenia Choumicheva, voilà, une mannequin, où aussi en fait la transparence, les éléments de transparence sur leur poste n'étaient pas du tout clairs. Et là, la commission a dit, ces deux personnes ont en fait des comptes commerciaux, donc elles sont tellement connues que tout un chacun sait qu'ils sont sponsorisés et ils n'ont pas besoin d'utiliser justement ces outils de transparence parce qu'il n'y a pas d'attente du consommateur suisse ou de la consommatrice suisse à avoir justement des éléments comme un hashtag ad ou hashtag sponsorisé. Donc c'est assez intéressant ici de voir un petit peu la tendance dans laquelle on va, disant bon ben voilà, on travaille avec qui? Est-ce que c'est clair que vraiment c'est des gens qui ont un compte commercial, donc pas vraiment personnel, ou bien est-ce qu'on est plutôt dans la zone de l'athlète ou bien de la personne célèbre pas encore vraiment connue, donc c'est pas très clair si elle le fait en son nom ou bien en nom de l'entreprise. Mais en tout cas, pour finir, la chose dont vous devez vous rappeler, c'est posez-vous la question. Est-ce que avec mon ambassadeur, avec mon blogueur, la relation est claire? Est-ce que j'ai mis en place des directives en lui disant voilà ce que tu dois mettre dans tes posts? Et puis est-ce que je surveille aussi par après que ce soit fait correctement? Parce que là aussi, ce qui est intéressant encore à mentionner, c'est que la commission a uniquement regarder les activités de l'influenceur, n'a pas du tout en fait critiqué l'entreprise derrière, alors que dans différents pays comme les États-Unis ou bien le Royaume-Uni, c'est vraiment l'entreprise qui prend le blâme, donc la compagnie qui prend le blâme, et puis c'est une atteinte assez importante à sa réputation. Donc c'est un peu dommage de dépenser des mille et des mille dans ces relations de sponsoring si après on doit encore payer des amendes ou bien encore rattraper en communication des éléments qui portent atteinte à la réputation de la marque. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? C'est tout bon? Je passe la parole à Anka. Et moi, je vais clôturer Avant que Victoria reprenne le lead, je crois. Ouais, c'est assez sympa, ça vaut la peine. Ouais, je crois qu'on est sur le... Ah ouais, voilà. Là, tiens, tu veux peut-être la télécommande Non, je te dirai, je te ferai un signe. Tu me feras un signe. Oui. Donc, je vous ai dit que la marque est un droit très fort parce que il est renouvelable à l'infini. Par contre, il y a un bémol. À partir du moment du dépôt de la marque, son titulaire a 5 ans pendant lesquels il peut ne pas utiliser la marque, mais attaquer sur sa base. Par contre, à partir de ces 5 ans, le titulaire doit pouvoir prouver l'usage de sa marque afin qu'elle ne devienne pas une coquille vide. Et les conditions de preuve d'usage en Suisse sont extrêmement contraignantes. Je ne vais pas rentrer là-dessus, c'est celle-ci, on peut en discuter plus tard à l'apéro. Quoi qu'il en soit, et ça c'est important pour vous, si le juriste reçoit un challenge et challengé sur des preuves d'usage, le premier département vers lequel il va se tourner pour en obtenir, c'est le marketing. Donc le fait d'avoir des preuves d'usage de marque qui correspondent aux demandes précises faites par la loi est extrêmement important. Alors, je vais finir par une anecdote, parce qu'elle est quand même... On a commencé par le fast-food, on va finir par le fast-food, on a commencé par McDo, on va finir par McDo. Alors, McDonald's, tu peux aller pour la prochaine, je crois. Ouais. McDonald's est assez trigger happy. Ils sont connus pour être assez agressifs dans leur défense de marque. Et notamment, ils ont réussi à interdire à un dentiste d'utiliser McDental. Voilà. McDonald's récemment voulait empêcher une chaîne de fast-food irlandaise d'utiliser la marque Supermax, ou en tout cas de l'utiliser au-delà de l'Irlande, en Grande-Bretagne et en Union européenne. Ils ont attaqué sur la base de leur Big Mac. La marque Big Mac, c'est leur marque phare. Ils l'utilisent depuis 1996. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient peut-être pas, c'est que Supermax a rétorqué en disant « Ah ben oui, mais vous êtes hors de ces délais de 5 ans, donc nous on aimerait des preuves d'usage de votre marque Big Mac ». Et ça, on le fait tous. On le fait tous, ne serait-ce que pour embêter l'avocat de la partie adverse. Parce qu'on sait que les conditions de preuve d'usage sont extrêmement délicates en matière légale. Et ce qu'a fait Supermax, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de répondre et de challenger l'usage, mais en plus, en parallèle, ils ont lancé une action en annulation de marque pour défaut de preuve d'usage. Et qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé ?
McDonald's a perdu sa marque Big Mac. Parce qu'ils n'ont pas réussi à apporter des preuves d'usage qui étaient légalement pertinentes, qui ont réussi à convaincre l'Office que la marque Big Mac était effectivement utilisée en tant que marque. Donc les conditions qui étaient sur ma slide d'avant. Actuellement, tout le monde peut utiliser la marque Big Mac pour vendre des burgers, McDonald's inclus. Alors, le catch dans l'histoire, c'est qu'ils viennent de perdre une autre marque, toujours sur une attaque de Supermax. Ils ont perdu la marque Mac, MC. Pour certaines raisons similaires, entre autres, l'une des raisons, et j'en reviens à ce que disait Caroline, c'est qu'ils ont fourni des captures d'écran de leur site web, mais que l'Office a dit oui, mais moi, sur vos captures d'écran Internet, je vois pas que des consommateurs ont acheté votre Big Mac. Donc, ils ont perdu la marque Mac pour certaines raisons similaires, et également parce qu'ils n'utilisaient pas la marque Mac telle qu'enregistrée. Ils l'utilisent pour du McFlurry, du McCafé, du McMuffin, du McRib, mais pas juste Mac tout seul. Donc, morale de l'histoire, si vous voulez attaquer sur la base d'une marque enregistrée, assurez-vous bien que vous ayez des preuves d'usage sous la main, et des preuves d'usage que le juriste pourra valider. Autre morale, il faut éviter le trademark bullying. C'est pas parce qu'on est une grosse marque qu'on risque pas de perdre une marque phare dans une attaque contre une plus petite entité. Alors, McDonald's pleure, mais Big Mac se marre. Et hop, c'est la fin. Burger King se marre et ils ont fait ce qu'ils font d'habitude par rapport à McDonald's. Ils les ont trollés. Ils ont lancé une campagne limitée dans le temps et limitée à la Suède, qui a été faite par l'agence créative Ingo de Stockholm et qui s'appelle Not Big Macs. Alors, je vais vous passer la petite vidéo après parce que la campagne est quand même incroyable. Ils se marrent parce qu'ils se disent, bah voilà, maintenant nous on peut utiliser la marque Big Mac. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont renommé certains de leurs burgers pour quelque temps avec les noms suivants. Like a Big Mac, but actually big. Ou bien, the burger Big Mac wished it was. Ou bien, kind of like a Big Mac, but juicier and tastier. Et on va finir sur la vidéo, sur le trolling, parce qu'elle est quand même exceptionnelle. Jag skulle vilja ha en... Anything but a Big Mac? Kind of like a Big Mac, but juicier and tastier. The burger Big Mac wished it was. Anything but a Big Mac? I'd like a Big Mac, but actually big. Here you go. Thanks. Big Mac-ish, but flame grilled, of course. Anything but the Big Mac. Voilà, c'était le bon troll pour finir. Victoria, c'est à vous. Merci beaucoup pour ce pur moment de rigolade autour de la marque. Pour revenir sur l'histoire de Ksenia Tchoumetcheva, il faut savoir aussi que les plateformes sont aussi en train de bosser. Un des premiers acteurs du web, c'est YouTube, qui propose, quand vous uploadez une vidéo, de signaler par un simple clic si oui ou non le contenu que vous allez publier est sponsorisé, ou si vous allez faire une communication de marque sur votre contenu. Là, les choses vont peut-être enfin changer auprès de certains gros acteurs du web pour jouer la carte de la transparence. J'espère que ça fera changer les choses. À propos de marque, je vous ai parlé du champagne Drapier, c'est le moment placement de produit. Ah, voilà, Comme par il y a hasard, un influenceur dans la salle. Voilà, il y a 3 bouteilles. Je vous laisserai le soin de partager équitablement. Je ne sais pas s'il y a encore des questions dans le public. Sinon, c'est... Ah, voilà, il y a une question là-haut. Oui, bonsoir. J'avais une question par rapport aux influenceurs et au fait qu'ils aient donc l'obligation de notifier de manière claire la relation commerciale avec une marque. Et en fait, je me pose la question, pourquoi est-ce que ça ne peut pas être régi comme les autres
contenu sponsorisé dans d'autres médias. Par exemple, quand on fait une publicité à la télévision qui dure plus de 60 secondes, pour pas qu'on imagine que celle-ci est soit autre chose qu'une publicité, on nous oblige à mettre la mention publicité avec une certaine taille. Quand on fait du search, on a la mention annonce pour que justement le public qui tombe sur l'annonce sache que c'est quelque chose qui est payé. Quand on prend un journal et qu'on lit un publi-reportage, c'est marqué la notion de publi-reportage. Pourquoi est-ce que ça peut pas être régi de la même manière finalement ? Bon, ça pourrait tout à fait. Je pense que justement, il y a personne qui a décidé comment on allait régir ceci. Donc la commission, de nouveau, en Suisse, je dirais, c'est à la commission de la loyauté de le faire, mais elle vient de décider sur 5 cas. Et puis, si vous lisez les décisions, ils disent oui, ça doit être transparent, ça doit pas juste être une liste de hashtags l'un après l'autre, et puis où l'information serait perdue, mais ils donnent pas de critères très clairs. Donc ça, on est un petit peu dans une situation où on sait qu'on doit faire quelque chose, mais on ne sait pas comment le faire. Un des challenges que je vois, c'est que les plateformes sont très différentes. Et par exemple, si vous êtes sur Facebook et YouTube, probablement on peut avoir ces petits tags, etc. Dès qu'on est sur Instagram, les fonctionnalités ne sont pas pareilles. Donc comment est-ce qu'on arrive aussi à être pertinent sur le long terme, parce qu'en sachant que tous les 6 mois, ces plateformes, elles changent un peu les fonctionnalités. Moi, j'aurais envie de dire aux marques, aux entreprises, de prendre le devant et puis de faire en sorte que ce soit clair. Et puis de se dire, si on a une vidéo, on met un petit logo fond à gauche en disant, c'est sponsorisé ou bien powered by, quelque chose comme ça. Donc, je pense aussi que les entreprises ont la capacité de mettre en avant le fait qu'elles veulent être transparentes. Elles ne veulent pas le cacher aux utilisateurs et aux utilisatrices. Et puis, c'est comme ça que on va trouver, ça c'est une bonne pratique, on va la suivre. Mais pour être honnête, je ne suis pas sûre que la commission soit prête à donner des recommandations un peu plus précises. Une autre question ? Sinon, on est obligé d'aller à l'apéritif. Ouais, c'est dommage quand même. Ouais, ça serait... C'est ballot, comme on dit. J'arrive avec le micro, j'arrive. Bonsoir. Une question en cas concernant le bouton avec les semelles rouges. Ces semelles rouges, elles ont été déposées avec une couleur Pantone très précise. Si demain je viens avec une semelle verte, est-ce que j'ai le droit de la déposer aussi, et puisqu'elle sera reconnue? Si vous la déposez de la bonne manière, oui. Oui, il y a de fortes chances. Mais il faut que le verre soit particulier, il faut que certaines conditions soient remplies. Pas juste une semelle verte telle qu'elle. La couleur Pantone est particulière et la marque est particulière. C'est vraiment une série de conditions. C'est assez pointu. C'est pas juste une semelle rouge comme ça, paf. Oui, mais du moment que je m'écarte de la couleur Pantone rouge qu'ils ont déposée, je deviens déposable, non? Ou ça suffit pas? Vous devenez ça dépend. Ça, c'est notre réponse préférée. Ça dépend. Ça dépendra de la distinctivité de votre marque. On parle de 2 choses différentes ici. On parle d'un enregistrement de marque, de conditions qui permettent de créer un monopole, et ensuite on parle de droits de tiers. Donc que Louboutin vous embête ou pas par rapport à la semelle verte, ça c'est une autre question. Que vous puissiez la déposer ou pas, ça c'est autre chose. Ça dépendra du verre, ça dépendra du niveau de distinctivité de la marque, de ce que vous revendiquez sur cette marque. Merci. Une autre question. Désolé pour la caméra. Je vais faire tout discret. Micro pour Adrienne. Ouais. Merci. Adrien Glor, vous avez dit poser une marque, c'est pas cher et puis ça va assez vite. Mais ça veut dire quoi, la gamme? Pour avoir une idée. Ça c'est la question qu'on me pose à chaque fois. La réponse dépend de où est-ce que vous allez la déposer, combien de produits et services vous allez revendiquer, à quelle vitesse vous voulez aller. Donc il y a beaucoup d'éléments, de variantes. J'ai pas de réponse, j'ai pas de chiffres. Bon, on va continuer à discuter pendant l'apéro alors. Voilà, c'est ça. Avec un verre de blanc, Absolument. C'est plus facile. Mais c'est la première question que je lui ai posée aussi la première fois, rassurez-vous. Elle m'a pas répondu non plus. Par contre, quand tu m'as dit exactement ce que tu voulais faire et qu'on a mis en place une stratégie, tu as eu ta réponse. Exactement.
Alors je vous propose effectivement de rejoindre, mais avant ça, de féliciter par des applaudissements Anka, Caroline et Fabien pour ce moment très très instructif et qui est devenu malgré tout très passionnant. Bravo à vous trois. Super. Et on se retrouve à l'apéritif. Avant de clore complètement, moi j'avais juste une chose encore à rajouter. Donc on vous propose volontiers de venir chercher un cookie, ce sera peut-être plus facile. On a aussi des cartes qu'on a fait spécialement de la part d'Anka et Caroline, qui sont un petit résumé, si je ne me trompe pas, des points importants à noter. Et puis ici, on vous a préparé aussi des cartes à pulse que vous pouvez activer pour vous gratuitement. C'est un peu le cadeau de la carte de visite. J'ai un côté un peu égocentrique, j'ai mis mon nom derrière. Non, pas du tout. Mais voilà, l'idée, c'est que vous puissiez aussi l'activer, vous découvrir un peu le concept. C'est un très beau concept. Je voulais remercier aussi 4 personnes. Déjà, Caroline et Anka, parce qu'elles m'ont fait confiance pour mettre en place ce petit scénario. On s'est dit qu'on allait faire quelque chose d'un peu changeant. J'espère que ça vous a plu. Le Swiss Marketing Vaud aussi, parce qu'ils nous ont fait confiance aussi dans ce schéma-là. Et puis Vincent, parce qu'il m'a fait aussi confiance pour Carte à Pulse. Je le remercie. Il sera là aussi pour répondre à vos questions. Il vit concrètement le projet en plus de tout ce qu'il fait dans une journée. Il m'écrit souvent des mails à 22h30. Je lui demande s'il a couché ses enfants avant. Oui, il l'a fait. Donc il s'est occupé de sa femme aussi. Donc mesdames, si vous êtes célibataire, malheureusement il est pris et heureux. Je suis désolé pour vous. Mais voilà, je voulais le remercier aussi pour ça. On est dispo à l'apéritif. Pas trop tard, si, peut-être. Ouais, allez. Merci à tous en tout cas.